Alors, on va laisser Jean-Baptiste terminer son histoire. Jean-Baptiste, tu nous disais que tu n'arrivais pas à aller à la selle. Il fallait forcément que tu prennes des médicaments avant de partir à la selle. Et après 2 rendez-vous chez le médecin, le coco persistait. Il persistait, voilà. Donc, on a fait des différents examens là. Ouais, donc, il m'a dit que vraiment, c'est le coco qui me fatigue beaucoup. Mais après, quand je vais à la selle, le sang. Eh, Seigneur. Non, mais ça me faisait peur. C'était quand je vais à la quand je vais, bon, c'était un peu beaucoup. C'est comme les cailloux, mais c'est l'eau de sang. C'est l'eau de sang. Ah ouais. Voilà. En fait, les selles descendent et puis le sang aussi. Descend après. Le sang aussi. Ah non. Donc quand je regarde dans le WC, mais ça me fait peur. Ouais. Donc tu regardes avant de tirer la chasse. Je regarde avant de tirer la chasse. Alors, comme on dit, il y a différents types d'hémorroïdes. Hein. Voilà. Et si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir si c'était le coco qui sortait ou bien c'était un coco vraiment, comme on dit... sournois. Sournois. En fait, il y avait des boules. Ouais, il y avait une boule au niveau de mon anus. Oh là là, vous voyez, d'accord. Voilà, il y avait une boule au niveau de mon anus. Donc, quand je vais, ça sort un peu. Mais ça ne me faisait pas mal, quoi. Comme on dit, chacun son organisme. Voilà, moi, ça ne me faisait pas mal. Mais c'est le sang qui jaillissait. Ça qui fait peur, en fait. D'accord, voilà, on a une image là qui montre un peu qu'est-ce qui sort de l'anus. Tu as dit qu'on appelait ça comment la voilà. Le prolapsus anal. Le prolapsus, on voit le petit kiki de Yasmine là, qui sort là. Voilà, et ensuite, on a le sang aussi. Donc, c'est ça qui fait que dans les selles, on a tout ça. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui explique justement le fait qu'il y ait une personne qui n'ait pas de douleur et d'autres qui aient des douleurs? Ça dépend. En fait, quand il y a le prolapsus, c'est-à-dire quand l'anus sort, parfois, il y a l'inflammation qui accompagne. C'est ça. C'est inflammatoire et ça fait mal. Quand on n'est pas en période de crise, il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des crises passagères et tout, qui ont ce qu'on appelle des mariques. C'est un peu une sorte de peau morte, de peau flax autour de l'anus. Ça, c'est inesthétique, mais ça ne fait pas forcément mal. Ça ne fait pas mal. Alors, mais quand c'est en période de crise, c'est vraiment enflé. Mais qu'est-ce qui provoque les crises, justement? Qu'est-ce qui provoque toutes les crises et les inflammations qui rendent les hémorroïdes douloureuses? D'accord. Donc, tout à l'heure, on a parlé des facteurs favorisants. On a dit la constipation, la diarrhée, tout ça dû à l'alimentation. Mais il y a aussi d'autres facteurs. On a parlé des facteurs tels que, toujours dans les aliments, le thé, les épices à forte dose. Il y a aussi l'alcool. L'alcool. Pour certains patients. Non, ça ne dépend même pas pour tout le monde, chez certains patients. Personnes, l'alcool. Et puis, on a chez les femmes les variations hormonales. Pendant la période menstruelle, périmenstruelle, les femmes ont tendance à faire des crises. Pendant aussi les grossesses, surtout à partir du 2e trimestre de la grossesse, il y a le fœtus qui augmente au fur et à mesure de poids. Donc, il y a une congestion qui se fait au niveau de la zone pelvienne, au niveau du rectum. Donc, cette congestion-là va entraîner des crises fréquentes. Et puis aussi... L'accouchement. Oui, l'accouchement. À force de pousser, il n'y a plus rien qui sort. Il y a des femmes qui se défectent dessus quand elles accouchent. Il y a des femmes qui se défectent. De ça, il y a d'autres aussi qui se purigent. Il y a des mamans qui donnent des trucs de purigeoire. Tu vas voir qu'il y a les plantes qui sortent à l'enfant pour que l'enfant saute rapidement. Mais quand tu n'as pas eu cette chance que tu es en train d'accoucher et puis tu n'as pas marché, mais tu as refusé d'avoir des rapports. C'est pourquoi on dit d'avoir des rapports pendant la grossesse pour ouvrir. Mais quand tu veux et que tu fais comme tu veux, quand tu vas accoucher, que tu pousses, en poussant... On dit non, il ne faut pas faire comme tu fais caca, faire comme tu accouches. On dit, c'est pas comment on fait. Et donc, l'anus là sort. Ça fait mal. Mais alors, ce que je comprends... Maintenant, je voulais dire quelque chose. Il y a aussi les positions assises prolongées. D'accord, justement. Comme position assise prolongée et puis debout prolongée aussi. C'est pour ça que je veux qu'on en vienne aux professions dont tu parlais tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a des professions qui favorisent un peu le coco. Oui, il y a des professions qui favorisent, mais on a remarqué par expérience qu'il y a des professions dans lesquelles les patients ont beaucoup plus de coco. Alors, dis-nous. Alors, on a les chauffeurs. Les chauffeurs, voilà. Les chauffeurs, parce qu'ils sont assis, ils font des trajets, de longs trajets. Il y a une congestion pelvienne quand ils sont assis. C'est vrai. On a les couturiers. Les couturiers, oui. On a les coiffeuses. Les coiffeuses. Elles sont debout longtemps. On a les corps habillés aussi. Parce qu'ils sont arrêtés longtemps. Ceux qui sifflent. Oh là là. Parce que vous voyez... Et les animatrices qui sont assises.
Alors... Non, viens te checker, t'es là. Comment faut te checker alors? Alors, donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de varier de position de temps en temps. Croiser pieds, pas moi qui n'aime pas croiser pieds. Justement, en parlant de position, est-ce qu'il y a des positions sexuelles ou des pratiques sexuelles qui favorisent le coco? Non. Pas vraiment. Au contraire. Il y a certaines pratiques sexuelles, si je dirais peut-être la sodomie, si on peut le dire. Au contraire, ça ouvre bien. Est-ce que ça favorise? On va dire directement non. Non. Directement non. C'est plutôt des ruptures sphinctériennes. C'est plutôt des lésions traumatiques. Mais des hémorroïdes préexistantes ça peut provoquer une crise, peut-être chez un patient qui a déjà des hémorroïdes. Mais ce n'est pas la position, la pratique en elle-même qui va donner les hémorroïdes. D'accord, très bien. Alors, on va justement parler des conséquences aussi de l'hémorroïde sur la santé sexuelle des patients. Ouais. Mais je veux savoir, il y a des personnes qui disent qu'elles ont souvent des petites crises. Ce ne sont pas des crises douloureuses. Tu as l'impression, quand tu vas aux toilettes, d'avoir un petit truc qui sort après, tu le remets, et puis 2 jours après, ça passe. Donc, ces personnes ne vont jamais à l'hôpital. Elles peuvent vivre comme ça toute leur vie, c'est ça? Oui, ça peut. Tant que les hémorroïdes ne sont pas bruyantes, ne sont pas... Comme je l'ai dit, hein, de façon générale, c'est quand c'est bruyant qu'on va à l'hôpital. Bruyant, c'est-à-dire? D'accord. Bruyant, c'est-à-dire qu'il y a du sang. Quand il y a des symptômes. D'accord. Quand il y a des symptômes, voilà. C'est là D'accord. Ensuite, donc, quand tu as commencé à remarquer le sang dedans, est-ce que ça avait des effets sur, par exemple, ta sexualité? Tu as senti autre chose? Ça a tout joué sur le côté sexualité. Ça a joué dessus? Vas-y, raconte-nous. Ça a passé le premier jour que tu as vu que ça a joué? Bon, quand tu as ça, ça te rend faible. C'est-à-dire que tu ne bandes pas bien. Ouais, tu ne bandes pas bien. Et puis tu es rapide, tu éjacules rapidement. C'est très rapide. Est-ce qu'il éjacule même parce que de toute façon ça fait mal? Si, il éjacule quand même. Petit truc net. Il éjacule? Ouais, avec question de toucher le bout de tes scénettes, ça vient. Non, non. Comment ça? Mais passons, on entend les s'instruire. En fait, si ça peut faire 3 minutes, 4 minutes, peut-être tu vas faire 1 minute. En fait, tu n'arrives même pas à satisfaire ta partenaire. L'éjaculation précoce, là, c'est ça, en fait, c'est dû. Donc, en fait, il y a des hommes qui disent, oui, c'est parce que c'est doux que je suis vite venue. Mais c'est pas ça, souvent, c'est faux. Ça peut être le coco. Ça a duré combien de temps, cette situation avec madame? Est-ce que ça a créé des problèmes entre vous? Combien de temps ça a duré, cette histoire d'hémorroïdes, là? Bon, ça n'a pas créé de problème entre moi et madame parce qu'on se comprenait. C'est ça. Parce qu'on se comprenait bien. Elle était au courant de elle était au courant. Voilà. Franchement, les filles, moi, je veux qu'on applaudisse Jean-Baptiste. Il est très courageux. Parce que c'est difficile d'avoir un témoin qui va venir nous expliquer ce genre de situation-là. Jean-Baptiste, merci beaucoup. On n'a pas fini l'émission, mais je voulais m'arrêter pour te dire merci. Parce que, tu sais, ce genre de sujet très sensible, en Afrique, ici, les gens ne viennent pas à la télé. Ils ne viennent pas parler de ça. Ouais. Alors qu'on a besoin d'avoir des gens qui vont parler de ça pour que d'autres hommes puissent se reconnaître dans ce que toi, tu as vécu. Et surtout qu'aujourd'hui, tu en es guéri, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Parce que le nombre d'hommes qui se purigent pour Coco, mais qui ne disent pas la vérité. C'est ça. Ouais. Donc, quand tu as Coco, tu peux pas faire 2 coups. Si tu as Coco, vraiment, c'est difficile. D'accord. Donc, celui qui arrive à faire le deuxième coup, il n'a pas Coco. Mais celui qui fait 1, ça vient vite, il ne peut pas faire 2. Je vois que pendant 1 an, c'est la même chose, le coco est là. Le coco est toujours là. D'accord. Et combien de temps, tu as dit, tu n'as pas répondu, combien de temps ça t'a mis? La maladie. La maladie, ça fait au moins 5 ans. Waouh! 5 ans. Dieu. Avant vraiment d'en venir à bout, quoi. Ouais. Et donc, finalement, comment est-ce que tu en es guéri? C'est par la grâce de, comment on appelle? Du docteur. Sabine. Voilà. Donc, elle vous a opéré? Elle m'a opéré. Quand elle m'a reçu dans la salle, on m'a donné un bulletin d'abord, d'aller voir la femme pour qu'on puisse prendre toutes les précautions. Donc, quand je suis arrivé dans la salle, elle dit non, n'ayez pas peur, ce sont les hémorroïdes, tu te fatigues, on va faire ça professionnel, que ça fait pas mal, que ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et ça s'est bien passé. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Les filles, c'est tout. Le fait que ce soit une femme à être opérée, comment est-ce que tu t'es pas sentie gênée qu'une femme t'ouvre pour... Non, puisque je suis malade. En tout cas. Donc, on ne regarde pas tous ces détails-là. Moi, c'est de... Je voulais demander, est-ce que tous les candidats, enfin, tous les patients qui souffrent des maladies hémorroïdaires, la chirurgie reste le dernier recours?
ou le seul recours pour venir vraiment à bout de la maladie? Non, la chirurgie n'est pas le... C'est vraiment le dernier recours, comme vous avez dit, mais ce n'est pas le seul traitement. Comme je l'ai dit tantôt, on commence toujours par un traitement médical. Ouais. Il y a aussi il y a aussi des traitements instrumentaux, hein, mais qui la plupart du temps ont beaucoup de récidives. D'accord. Contrairement à la chirurgie, et la chirurgie aussi, ça dépend de la technique qui est utilisée. Mais les techniques actuelles font que il y a pratiquement pas de récidive. Donc ça veut dire en fait que si quelqu'un est souffrant et plutôt que de prendre des médicaments et de se dire qu'il peut avoir récidive, je peux directement passer par la case opération. La chirurgie est indiquée dans les cas compliqués, dans les cas de complications. 5 ans et les complications, je vais vous les citer, c'est les saignements. Ouais. On parle généralement de rectorragie. Les saignements qui finissent par donner de l'anémie aux malades. Bien sûr. Et il y a aussi ce qu'on appelle les thromboses hémorroïdaires. La thrombose hémorroïdaire, c'est lorsque l'anus sort, c'est enflé, ça ne peut plus se réintégrer. Comme vous avez dit au début, on peut pousser avec la main pour faire entrer. Mais là, il sort, il est enflé, ça donne l'aspect du derrière des gros singes. Et ça fait que ça a une incidence, mais sur la vie du patient. Il ne peut pas bien s'asseoir. Ça salit les caleçons. Non, généralement, même, il peut même les grosses thromboses, le patient, il ne peut même pas travailler. Hein. On est parfois obligé de donner jusqu'à 2 semaines d'arrêt de travail, le temps que ça finisse, ça se réintègre. Chez ce genre de patient-là, on peut poser une indication opératoire. Est-ce qu'on peut mourir des hémorroïdes? Est-ce que c'est mortel? J'ai envie de dire, si c'est des saignements, oui, des saignements peuvent emporter un malade qui est très, très anémié, mais c'est rare quand même. C'est rare. C'est rare. C'est plutôt l'inconfort et puis la douleur. Mais ce qui est important, qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, c'est vrai qu'on est en train de parler des hémorroïdes, mais parfois, les hémorroïdes peuvent être la face visible d'un iceberg.